Yo tout le monde, ici Juju tout seul et aujourd'hui nous allons faire un classement de toute la filmographie de Monsieur Sir Christopher Nolan. Donc je me suis bien gardé de donner mon avis durant la review que nous avions fait donc de l'Odyssée avec Seb. Du coup, donc j'ai laissé Seb un peu défoncer Nolan pendant que moi je gardais ça de côté pour cette vidéo pour vous dire tout d'abord que malgré ce qu'on a pu évoquer sur l'Odyssée, j'aime plutôt bien Christopher Nolan, j'aime plutôt bien son cinéma de manière générale. Sinon je n'aurais pas vu toute sa filmographie, c'est que j'avais rattrapé tous ses films à la veille d'Oppenheimer. Je crois qu'il y en avait genre que 3 que j'avais jamais vu, je crois. C'est-à-dire à quel point ce cinéaste m'a quand même accompagné sur la durée, sur les films qu'il a pu sortir au fil de ses 20 ans d'activité environ, 26 ans, etc. Mais moi j'ai pas 26 ans. Bref, du coup j'ai voulu faire ce petit classement pour vous montrer un peu quels sont mes films préférés, les films qui m'ont un peu déçu de sa filmographie, et en quoi, quand même j'apprécie quand même Christopher Nolan. C'est un réalisateur qui est un peu surestimé, je trouve, où tout le monde est en mode c'est le nouveau Spielberg, il est trop fort, etc. Nouveau Kubrick, par exemple. Et oui, c'est l'un des derniers réalisateurs qui fait venir du monde en salle, qui arrive à créer l'événement par son nom et par les moyens qui sont mis sur ses projets dernièrement. Mais en termes de cinéma, je trouve qu'il est assez imparfait quand même. Il a une vision qui est assez spéciale et qui fait que certains de ses films ne sont pas aussi bons qu'ils pourraient l'être pour la plupart. Du coup, ceci est un top 13, vu qu'il a fait 13 films. Et donc je vous dirais que j'ai du mal avec les 3 derniers. Les 3-4 premiers sont des chefs-d'œuvre, des dingueries, des putains de bons films. Et puis le milieu, j'aime bien. Donc en vrai, sur les 13 films, il y en a 10 que j'aime bien de Nolan quand même. Donc je suis pas du tout un hater de Christopher Nolan. Donc je vais pas l'insulter juste pour faire genre, quoi. Surtout que ce que j'aime beaucoup avec son cinéma, par exemple, du coup, il essaye de tout rendre réaliste. Donc d'importer cette vision réaliste à des films de science-fiction, d'épopée, etc., de super-héros, etc., tout en faisant des films multigenrés. Et moi j'adore le fait qu'il fasse des films avec plusieurs genres, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, notamment avec Oppenheimer, qui à la fois est une sorte de biopic sur la Seconde Guerre mondiale, qui à la fois un western un petit peu horrifique avec des accès, des relents de films de procès également. The Dark Knight Rises, c'est un film de super-héros, mais c'est aussi un film huis clos dans une ville, un film de révolution, un film de guerre. Donc Nolan, il adore faire des mélanges de genres quand il fait ces films-là. Inception, c'est quasiment un film d'espionnage à la James Bond, c'est un film de braquage, et c'est à la fois un film fantastique avec des concepts fantastiques. Donc c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que c'est très varié, c'est que c'est un cinéma qui est très varié. Ce que j'aime beaucoup avec ce cinéaste, c'est qu'il va jamais faire les mêmes choses. Parce qu'on a beaucoup de cinéastes qui sont souvent connotés pour un genre différent, et un genre qu'il répète et répète en boucle. Je pense à Fincher, dont la majorité de la filmographie constitue des thrillers, en grande majorité. Là où Nolan essaie de jamais faire la même chose, et c'est pour ça que je le respecte aussi pour l'Odyssée, c'est que l'Odyssée, il choisit de faire l'opposé de son cinéma, qui est un cinéma plus fantastique, et en essayant d'y inclure son côté réaliste et son côté terre-à-terre. Donc c'est ça que je trouve très intéressant dans son cinéma, ce qui fait que du coup on va pouvoir passer à ce classement qui, je l'espère... En vrai, c'est pas parce qu'on a dit un peu de mal de l'Odyssée que je pense que mon classement est catastrophique. Je trouve quand même que mon classement est assez similaire à la plupart des classements populaires qu'on pourrait faire de son cinéma, hormis peut-être 2-3 films où là beaucoup de personnes le mettraient bien plus haut. Je trouve que j'ai un classement quand même qui est assez classique, donc on reprend ce concept-là qu'on avait fait également pour le cinéma de Paul Thomas Anderson et le cinéma de Guillermo del Toro. J'aurais voulu le faire pour le cinéma de Sam Raimi, mais c'est vrai que là, durant un an, j'avais pas le temps de faire une vidéo comme ça, de me refaire vite fait tous les films d'un réalisateur pour pouvoir faire le classement de la manière la plus subjective et objective de ma manière à moi possible. Là, pour Nolan, j'ai eu le temps, parce que je suis dans une période dans ma vie où là, j'ai eu le temps un peu de regarder des films, de faire des choses comme ça. Donc c'est pour ça que là, je me permets enfin de faire ce classement sur le cinéma de Christopher Nolan, et donc, sans plus attendre, nous allons commencer par le numéro 13. Et donc le numéro 13, pour moi, ce qui est le pire, le moins bon film de Christopher Nolan, c'est bien sûr, pas pour tout le monde, Tenet. Du coup, Tenet sorti en 2020. Tenet qui a été un peu le messie du cinéma durant la période du Covid. C'est le film qui a ramené le cinéma, la sortie de films en salle durant la période de pandémie. Et Tenet, c'est le film, je pense, c'est le ratage un peu de Christopher Nolan. C'est son nouveau gros concept qui est super cool. C'est que lui, il s'est dit, au lieu de faire un film sur le voyage dans le temps, on va faire un film où il y a une temporalité linéaire et une temporalité inversée qui se croisent, une du futur, une du passé, qui se confrontent, et du coup tu as des gens du futur qui affrontent des gens du présent, etc. Du coup, concept de fou, avec beaucoup de scènes d'action, et je dirais que c'est le point fort de ce film-là, c'est que c'est vraiment le film de Nolan avec les meilleures scènes d'action, parce que Nolan, en général, c'est un très mauvais réalisateur de scènes d'action, et quand je dis scènes d'action, c'est pas scènes de cascade, c'est scènes combat à main, donc les combats à main, il sait pas faire de manière générale, il est très mauvais sur ça, et je pense que ça, c'est son meilleur film sur les scènes d'action, parce que c'est des scènes d'action qui sont souvent très chorégraphiées, parce que tu as un personnage qui avance à l'envers, qui affronte un personnage qui est à l'endroit, du coup, il y a une chorégraphie qui est obligée d'être répétée, puis ensuite, il y a des chorégraphies qu'on voit voir au début, qui vont être remis plus tard dans le film d'un autre point de vue. Donc là, on ressent beaucoup plus l'impact des coups, on ressent beaucoup mieux l'action. Et puis à côté de ça, tu as de très bonnes séquences, un peu de cascades, de grosses explosions, de grande échelle que Nolan sait faire avec Climax, la séquence d'intro conservatoire, le fait qu'il ait pété un véritable avion, la séquence de course-poursuite également. Malheureusement, il y a le dernier acte qui pue la merde.
Parce que le dernier acte, c'est censé être une espèce de champ de bataille où t'as des personnes qui ont une entropie inversée et d'autres qui ont une entropie à l'endroit, et tu ne comprends rien parce que tout se déroule sur un vieux désert où il n'y a aucun sens de repérage, où on n'arrive pas du tout à se repérer dans l'espace, et du coup le dernier acte est vraiment catastrophique, tu comprends rien de ce qui se passe, en plus je crois qu'on voit quasiment pas les ennemis dans l'action, donc c'est vraiment bordélique de fou, et puis le film est trop peu clair. Et surtout ça, c'est que le film est trop compliqué pour moi. Un bon film, c'est pas un film que tu as besoin de revoir 2-3 fois pour comprendre au moins le sens global, quoi. Et là c'est le problème de ce film-là, c'est que le film, on a du mal à comprendre, c'est que le concept est redit, mais en dehors du concept, il te rajoute des éléments, des artefacts cachés partout dans le monde, des bails avec la guerre froide et les Russes, etc., etc. Le fait que tel personnage, c'est peut-être ce personnage-là. Et du coup, c'est un film qui est très compliqué à cerner. Surtout, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages secondaires qui servent à rien. C'est que là, le cameo de Michael Caine, il a vraiment été mis là parce qu'il fallait mettre le cameo de Michael Caine. Il y a aussi l'actrice française Clémence, je sais plus comment, je mettrai son nom. Bah en vrai, son personnage-là, ça pourrait être la personnage indienne qui est un peu présente durant tout le film aussi. Donc je trouve qu'il y a aussi beaucoup trop de personnages qui fait qu'on se perd davantage dans la narration au lieu de simplifier beaucoup plus les choses. Et on trouve que son concept est super cool, mais ne fonctionne pas dans la linéarité qu'on aimerait avoir. Surtout que le film, bien sûr, n'est pas très linéaire parce que c'est du Nolan. Et puis là, bien sûr, le concept du temps, là, il y joue à fond, vu que t'as des personnages dont la perception du temps n'est pas la même du tout dans ce film-là. Donc voilà, et puis je trouve que c'est un des castings les moins impressionnants de sa filmographie, c'est que là, c'est vrai qu'il nous habitue quand même à de très très gros noms. Et je trouve que John David Washington fait le café, il est sympathique, il a ce petit côté cool, mais il a tellement pas le charisme de son père. Et la preuve, on le voit plus, là, je sais même pas s'il joue dans un film, là, il a un peu disparu, j'ai l'impression, de John David Washington. Et c'est vrai que le casting, il n'en impose pas de fou, c'est que lui, il est sympa, mais il a pas le charisme d'un DiCaprio, par exemple. Son duo avec Pattinson marche bien, il y a un petit côté buddy movie rigolo, mais c'est pas une folie non plus. Elizabeth Debicki fait bien le taf, mais je trouve que son personnage fait trop martyriser, j'aurais préféré l'avoir plus forte, quand même, dans la performance. Et puis, la catastrophe de ce film-là, c'est l'antagoniste joué par Kenneth Branagh. L'antagoniste qui pue du cul, et vraiment, quand tu passes du Joker de Heath Ledger et du Bane de Tom Hardy à cet antagoniste-là de méchant russe de l'URSS, qui est très très méchant, qui bat sa femme, et qui est prêt à mourir, et qui est prêt à faire en sorte que le monde meure avec lui, parce c'est un gros égocentrique, le méchant il pue la merde, il est très méchant, et du coup c'est ça, c'est que c'est cool de voir Nolan réinsuffler son obsession pour James Bond dans ce film-là. Le héros, c'est bien sûr une sorte de caricature de James Bond, en plus il a pas de nom, on l'appelle le protagoniste, sur un côté mystérieux, tu as plus ou moins la femme fatale, tu as le gros méchant russe, donc un peu cliché, donc on retrouve un peu des codes James Bondiens dans ce film-là qui sont intéressants, mais qui fait que le film, déjà il y a un gros manque d'émotion aussi, c'est que le film il est très froid, il est très factuel, et j'ai beaucoup prononcé le mot factuel je pense dans cette critique, comme j'avais beaucoup dit sur l'Odyssée aussi, mais le film est trop factuel, ça manque de pourquoi je suis ces personnages-là, pourquoi je dois les suivre, hormis pour la forme, l'IMAX, le grand spectacle, le budget, etc. Mais émotionnellement, tu suis des espions, t'es pas forcément attaché à eux, on connaît pas leur background, ils sont mystérieux. Il y a de l'émotion qui est plutôt retranscrite sur la fin avec Pattinson, parce que t'as une révélation sur Pattinson qui est intéressante et qui fait une boucle bouclée. Mais c'est une émotion qui te permet de revoir le film sous un autre prisme, et ça c'est intéressant, mais en dehors de ce prisme-là, le film est trop froid et manque cruellement d'émotion, et c'est l'un des défauts globaux de son cinéma, on va dire. Mais pas dans tous ses films, c'est pour ça qu'il y a des films que j'adore aussi. Donc voilà, et puis la musique de Ludwig Göransson, c'est une bonne musique expérimentale qui joue bien sur le côté temporalité inverse, etc., c'est assez cool. Mais il n'y a pas de thème mémorable non plus, donc je trouve que le film est très défaillant. Il y a beaucoup de défauts, beaucoup de fragilités qui font que Tenet, pour moi, c'est le ratage un peu conceptuel de Christopher Nolan. Idée cool, plein de scènes super sympas. Film globalement qui mérite d'être vu, tous ces films méritent d'être vus, il n'y a aucune merde dans sa filmographie, tous les films sont bien, à peu près. Donc ça reste un film correct, mais pour moi c'est vraiment le ratage de sa filmo, et donc c'est pour ça qu'il est en dernière place pour moi. Ensuite, en numéro 12, nous avons Following, son tout premier film, qui est un plutôt bon premier film, plutôt bien agencé, mais qui a des défauts de premier film, bien sûr, donc c'est pas j'ai aucune animosité envers ce film-là, c'est surtout pour le côté premier film où il n'y a pas trop de budget, c'est filmé en caméscope en noir et blanc, donc on sent qu'il y a des défauts de l'image, quand il y a des séquences de violence, on sent qu'il n'y a pas de la vraie violence, que c'est fait à la main, qu'il n'y a pas trop de budget dans les décors, on est dans beaucoup de buildings, d'endroits d'intérieur, ça me fait penser à mes films, quoi. Donc il y a un côté cheap, petit budget. Pas tous les acteurs sont très bons parce qu'il y a des acteurs qui sont très amateurs. Après, je trouve que le personnage principal, et surtout le personnage de Cobb, en plus il s'appelle Cobb comme DiCaprio dans Inception, c'est les persos qui ressortent vraiment parce que l'acteur a vraiment une tête particulière, et Cobb il a un côté très gentleman qui le rend très charismatique en mode voleur, et le concept est assez cool, ce concept de cet écrivain qui trouve pas l'inspiration et qui a commencé à observer et à suivre des gens de façon un peu suspecte durant le film. Après, je trouve dommage que ce concept-là disparaisse vite au profit d'un film de braquage, de vol, où t'as ce gentleman anglais qui va
demander à ce mec-là d'être recruté par lui pour qu'il l'aide à braquer des bâtiments, à voler de l'argent, etc. Alors, en plus, à côté t'as une femme fatale qui est pas folle dans le film non plus. Mais du coup, je trouve ça dommage qu'on s'éloigne du côté psychologique de cet écrivain qui espionne des gens. Ça aurait pu être plus intéressant de faire vraiment un trip psychologique de cette manière-là que plutôt virer dans le film un peu de braquage. Je trouve que ça casse un petit peu le concept de base de Following, malheureusement. Même si je trouve ça intéressant de voir le personnage au fil du film en train de perdre pied, en train de perdre un peu son humanité, ça c'est ce qui est intéressant. Mais voilà, le film a aussi un rythme assez long, bien sûr, puisque c'est un premier film, etc. La musique est pas extraordinaire. Donc c'est un film qui a des défauts de premier film, mais qui reste quand même assez sympa dans son concept et qui montre un peu le génie aussi, le génie un peu de montage de Nolan, parce que ce film déjà n'est pas linéaire du tout. On commence par la fin et on a la suite de cette fin à la toute fin du film. Donc Nolan maîtrise déjà le montage des timelines, des récits non linéaires dans ce film-là, ça marche bien. Mais voilà, c'est pas un film parfait, c'est un film qui est très imparfait, mais c'est un bon premier film plutôt correct, mais qui est pas dingue non plus. Et ensuite, je pense le premier film, du coup, en numéro 11, qui va un petit peu faire jaser, mais pas trop, parce que maintenant tout le monde sait ce que j'en pense par rapport à la critique qu'on a faite avec Seb, l'Odyssée, du coup. L'Odyssée qui, pour beaucoup, et sur Twitter, je vois des gens s'exploser en mode « c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie, c'est la meilleure séance de cinéma que j'ai vu de ma vie, j'ai jamais vu un film aussi ouf depuis 10 ans et tout », on se détend. On se détend. J'ai été déçu pour Odyssée, c'est vrai que je me sens seul pour une fois, c'est que moi quand je vois les critiques de youtubeurs youtubeurs, et même ceux qui sont un peu extrémistes, etc., qui détestent Nolan, ils ont plutôt bien aimé le film de manière générale, donc je me sens un peu seul. Après, j'ai bien aimé le film, j'aime bien le film, je le trouve plutôt sympa, assez réussi de façon générale, globalement c'est pas un ratage. Mais il y a plein de choses qui me dérangent. C'est ça le truc. C'est que si je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai lu le bouquin L'Odyssée, que j'avais des prérequis, j'avais des attentes, je me suis fait des attentes, et du coup, inéluctablement, il y a des déceptions qui apparaissent dans ma critique, du coup. Après, je suis beaucoup moins méchant que Seb, qui lui a été très très méchant. Comme j'ai dit, je trouve que la réalisation est pas dingue. En fait, on sent que l'IMAX enferme Nolan, c'est que l'IMAX est tellement lourd qu'il n'arrive pas à faire des plans séquences ou des plans vraiment bien découpés, avec des bons mouvements de caméra, etc. C'est qu'on sent qu'il est obligé de faire des cuts tout le temps, parce que l'IMAX c'est trop compliqué, ça coûte cher à filmer, c'est galère, et je l'ai rarement autant ressenti que dans ce film-là, qui est trop factuel dans la mise en scène. Il y a aucun plan qu'on va retenir, à part peut-être quelques idées de profondeur de champ avec Anna Thaoué, avec sa tapisserie en face d'elle, donc on joue sur la profondeur de champ avec Pattinson qui lui parle. C'est plus sur les séquences intimistes que je retiens la mise en scène, et sur les séquences horrifiques qui pour moi sont les meilleures séquences du film, vraiment la séquence du Cyclope, excellente, j'adore la séquence du Cyclope, c'est vraiment la réussite du film pour moi, avec la séquence avec Circé, on voit Nolan faire du body horror à l'ancienne, et c'est très impressionnant comment il l'a fait, et ça marche super bien. Et puis je dirais aussi la séquence de la prise de Troie, fonctionne super bien, parce que dans un premier temps, on te la montre de façon réaliste, humaine, avec ces gens qui galèrent à l'intérieur du cheval, qui sont en train de souffrir et tout, et puis ensuite ça part en scène d'infiltration badass, etc. Et puis boum, dans la seconde moitié du film, on va te la remettre en scène de manière à te montrer qu'il y a un point de vue beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique dans cette prise de Troie, qui d'habitude est vu comme quelque chose d'héroïque, et qui maintenant est presque vu comme quelque chose de nihiliste, de horrible, de cette guerre qui cause des massacres d'innocents. Et c'est là que je comprends l'inspiration qu'avait dit Nolan sur l'inspiration de Unforgiven de Clint Eastwood, sur le fait qu'on va prendre ce héros mythique qui est Ulysse, cette icône des grands guerriers grecs, Ithaque, etc., et on va montrer que ce mec-là, en fait, il a buté des innocents, il a causé sa ruse a causé d'innombrables morts, des massacres, et il veut pas que l'héritage de l'humanité ce soit la guerre, ce soit les massacres, ce soit ces choses horribles qu'on a pu commettre. Et donc, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que du coup, il y a un côté très mime avec Oppenheimer, il y a un côté très rappel, c'est que la fin de Oppenheimer et la fin de ce film-là, c'est la même fin. C'est vraiment une fin là où Nolan est en train de donner un propos, et il veut donner de l'espoir, il veut que la jeune génération ne veuille pas qu'on aille dans la direction que ce film nous montre. C'est que tu regardes ce cheval de Troie, c'est ton cauchemar, c'est le cauchemar qui symbolise presque toutes les guerres qu'on a vécues, comme la bombe atomique avec Oppenheimer. N'allez pas dans cette direction-là, faut que l'homme soit meilleur, on peut écrire, on peut parler, on n'est pas obligé de se battre en fait. Et ça c'est une fin que je trouve super intéressante, et c'est dommage que pour moi cette thématique d'un Ulysse avec un PTSD, et puis tout le lien avec Zendaya sur le PTSD, excellent aussi. C'est dommage que ça n'a pas que dans la dernière heure en fait, c'est que tout le reste du film est trop factuel. C'est qu'on te présente Ulysse au début, il fait son odyssée, et je trouve que hormis des séquences comme la séquence des sirènes, où là, on commence enfin à développer sa psyché par rapport à ce qu'il est, au chant qu'il entend, etc., je trouve que Ulysse, on ne le développe que à la dernière heure, on fait pas grand chose avec cette thématique, cet angle d'attaque qu'on n'a jamais vu sur Odyssée, qui est super intéressante, et malheureusement elle intervient que à la dernière heure, et ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup déçu, parce que je trouve que la thématique à la fin est excellente avec ce point final, ça marche super bien, ce côté un peu démoniaque, et cette réinterprétation du mythe de Ulysse, sans le côté héroïque, et bien un côté plus réaliste, ça c'est super. Après il y a des déceptions, comme je l'ai dit, je trouve que les acteurs sont pas aussi dingues que les gens le diraient, je trouve que Matt Damon est très bien, mais il est pas ouf. Anna Thaoué c'est celle qui ressort le
plus. Tom Holland il est sympa, mais il manque un peu de charisme, je trouve. Pattinson il joue le type de méchant qui a déjà joué d'innombrables fois, qui est pas extraordinaire non plus. Puis t'as tous les autres acteurs qui sont très secondaires. En fait, on retient plus des acteurs un peu plus secondaires comme John Leguizamo qui est très très bien, Samantha Morton qui est très bien aussi. Mais il n'y a pas des performances absolument extraordinaires dans le film non plus. Je trouve on n'est pas sur une dinguerie d'acting. Au contraire, je trouve qu'il y a encore une fois il y a un côté trop factuel, c'est qu'il y a trop d'acteurs super connus qui sont là de façon actuelle. C'est que tu te dis, quand tu dis qu'il y a Zendaya et Charlize Theron dans ce film et tu vois ce que Nolan leur donne à jouer. Voilà quoi, Charlize Theron, elle fait du Charlize Theron, elle joue rien dans ce film, j'ai l'impression quoi. Donc je trouve qu'il y a un côté factuel qui me dérange encore une fois dans ce film-là. Et puis c'est vraiment la pauvreté des décors, c'est pourquoi j'aurais envie de mater ce film en IMAX, alors que tout est tourné dans des décors réels, des vrais lieux, des vraies îles, etc. Ça c'est bien oui, mais du coup ça manque de grandiose, c'est que toutes les îles se ressemblent quasiment, la DA des costumes est tellement faiblarde, elle est un peu feignante, elle est trop simple. Genre il y a que l'armure d'Agamemnon qui est marquante et c'est normal, il y a un sens thématique sur ça. Mais je trouve qu'en termes de DA, la DA je la trouve trop sobre, beaucoup trop sobre. Et je trouve que le film manque de quelque chose qui claque visuellement en dehors des moments horrifiques. Je trouve que les scènes d'action sont extrêmement mal découpées, la séquence avec les géants, on n'y comprend rien. Le combat final où Ulysse affronte tous les prétendants, mais c'est horrible à regarder, ça fait mal au crâne, ça me rappelle les mauvaises heures de Batman Begins, vraiment le combat final est horrible, catastrophique, je comprends rien de ce qui se passe, j'ai envie de vomir, tu vois, donc voilà, mais donc pour moi il y a vraiment des défauts qui me dérangent vraiment, et à côté de ça je trouve que le film en 2h30 il reste super bien rythmé, le montage non linéaire marche super bien parce qu'il y a ce côté très conte en fait, de personnes qui racontent une histoire et là boum t'as le flashback de cette histoire là, après malheureusement ça crée un film qui est beaucoup plus verbeux que show don't tell, donc on va beaucoup t'expliquer les choses, etc. Bon, c'est du Nolan. Donc malheureusement, ça manque de grammaire visuelle dans la mise en scène, je dirais sur ça aussi. Donc voilà. Et puis de façon générale, je trouve que le film fonctionne bien, est plutôt divertissant. Et puis je trouve que le message d'espoir est plutôt bien. Malheureusement, il y a des séquences qui m'ont déçu. Toute la séquence avec le cyclone et Skylar, je sais plus comment il s'appelle. Charybdis, j'ai plus le Skyla. Super décevant. C'est ça, j'ai trouvé ça vraiment très décevant, extrêmement décevant cette partie-là de l'Odyssée. L'Odyssée qui est un petit peu expédiée, je trouve, dans certains aspects. La séquence des morts qui est bien, mais la musique qui est malheureusement trop oubliable, c'est que t'as des instruments qui sont cool, avec Travis Scott, etc. Mais la musique de façon générale reste très oubliable, et quand tu passes de Oppenheimer à cette musique-là, c'est vraiment très décevant aussi. Globalement, c'est un film qui manque d'émotion, comme j'ai dit, c'est qu'il n'y a qu'une seule scène entre Anna Hathaway et Matt Damon avant qu'ils se séparent et tout, et du coup, on est censé croire à cette relation, en fait, qu'elle n'ait pas quitté le trône pour Ulysse, mais au final, la relation est tellement peu développée que malheureusement, j'y arrive pas à y croire, et je trouve que le film manque d'émotion aussi, et du coup malheureusement il y a des personnages qui doivent jouer des scènes fortes, mais même elles peuvent, Anna Hathaway peut tout donner dans son jeu, j'arrive pas à ressentir l'émotion parce que j'ai pas assez vu d'interaction entre les deux personnages. Donc je trouve que c'est les défauts globaux, c'est vraiment la musique, l'émotion, certaines séquences de l'Odyssée qui sont assez décevantes, la DA peu inspirée, la mise en scène qui est assez osef, l'action qui est vraiment mauvaise, je dirais les scènes de combat sont pas très bien filmées, et voilà, donc voilà, mais c'est bien rythmé, c'est bien raconté, les séquences horrifiques, banger, la séquence de 3, banger, le film se regarde, ça reste une bonne épopée, ça fait du bien d'avoir ce type de film-là avec une vision au cinéma, donc je suis divisé sur l'Odyssée, c'est pour ça qu'il est 11e. Ensuite, en numéro 10, nous avons Batman Begins, donc le film qui a revigoré l'image de Batman depuis Batman et Robin, donc près de 10 ans plus tard à peu près, donc par ce jeune Christopher Nolan qui du coup va nous proposer sa version de Batman, qui est une version que je trouve plutôt réussie. C'est un film qui n'est pas parfait, c'est loin d'être le plus grand film Batman de tous les temps, c'est un film qui a beaucoup de défauts qu'on va développer, sinon il serait plus haut, il serait pas en 10e place, mais c'est un film qui globalement a bien réussi à réintégrer le personnage de Batman au cinéma et qui en a fait quelque chose de plutôt intéressant pour une trilogie encore plus impressionnante par la suite. Mais j'ai des problèmes, c'est que moi ce Batman là, il y a des choses que j'aime beaucoup, c'est quand j'étais gosse, j'étais pas trop fan du film, mais en grandissant et en le revoyant, au fait j'ai quand même pas mal d'affection pour ce film là, c'est que ce film-là déjà nous présente la meilleure itération de Gotham de la trilogie de Nolan, avec les quartiers pauvres, avec cette fumée qui crée ce côté fantastique, le train futuriste. Il y a une vibe un petit peu imaginaire dans le Gotham de ce Batman Begins qui est bien et qu'on ne retrouvera malheureusement plus jamais plus tard. L'origine story est super bien racontée de Batman, encore une fois pas linéaire, avec ce côté film d'aventure où il va rencontrer du coup Henry Ducard, qui est en vérité Ra's al Ghul, la mort de ses parents super bien racontée, avec du coup le fait que son père était médecin, était un homme bien. Donc on développe super bien le rapport avec ses parents, son rapport à la vengeance et à la justice, bien sûr la chauve-souris qui arrive, la découverte de sa cave, sa relation paternelle avec Alfred qui est super attachante. J'aime beaucoup le fait qu'on n'en fasse pas un ninja qui sait tout faire et qu'il a besoin d'aide. Et écoute, à sa rencontre avec Morgan Freeman, Lucius Fox, qui lui donne des gadgets et c'est super cool de le voir avoir de plus en plus de gadgets au fil du film avec la fameuse Batmobile. Et ce costume qui à l'époque était cool, hein. Le costume là était plutôt cool, il y avait le côté musclé qu'on ne retrouvera malheureusement plus jamais plus tard aussi. La BO d'Hans Zimmer qui est absolument fantastique, excellente, donc très épique, des séquences mémorables, les séquences de combat à l'épée, bon pas très bien filmées, c'est du jeune Nolan,
filme pas très bien l'action, hein. Malheureusement c'est très mal découpé, hein. Mais j'aime bien la mise en scène, la première fois qu'on voit Batman, la mise en scène chauve-souris où tout est filmé très très vite pour embrouiller la tête du spectateur, ça marche bien. La course-poursuite avec la Batmobile, la séquence reprise de Batman Year One avec le sonar qui appelle les chauves-souris, il y a des séquences extrêmement marquantes, et de manière générale le film reste bien rythmé, assez spectaculaire, plutôt cool. Gary Oldman en Gordon est absolument parfait également. Malheureusement, je trouve qu'il y a un problème d'antagoniste, c'est que je trouve que Liam Neeson en Ra's al Ghul est très bien, mais c'est pas le Ra's al Ghul des comics, c'est un Ra's al Ghul un petit peu démystifié. Bon, déjà il est blanc, Ra's al Ghul il est pas censé être blanc déjà, mais je trouve qu'on aurait pu faire mieux comme antagoniste. J'ai toujours été très déçu de l'utilisation de Cillian Murphy en épouvantail, qui a vraiment une gueule, qui aurait fait un fantastique épouvantail, mais il a tellement peu de temps d'écran, on joue tellement peu avec les séquences hallucinogènes avec son personnage que c'est assez décevant. J'ai du mal avec la version de Falcon, l'acteur pour moi correspond pas au Falcon que j'ai dans ma tête dans les comics. La version de Arnold Flass, le flic corrompu, pareil, c'est pas ma vision du personnage de Flass de Batman Year One. Puis le duel final entre Ra's al Ghul et Batman sur un putain de train giga serré, surdécoupé chez Kikam dégueulasse, ça c'était affreux à regarder. Le combat final est horrible. C'est un problème qui est récurrent chez Nolan, on dirait. Mais voilà, ça c'est un des problèmes aussi. Et puis, j'adore le Bruce Wayne de Christian Bale, son Bruce Wayne PDG, connard, qui est tout le temps avec des filles, qui fait genre qu'il est con, etc. Le Bruce Wayne, rien à redire, mais le Batman, j'ai trop du mal. Le Batman, il est trop factuel, il est pas du tout psychopathe, il est pas du tout nocturne. C'est vraiment un Batman qui est là par nécessité, pas parce qu'il aime ce qu'il fait, pas parce qu'il est taré, en fait. Et j'ai toujours eu un gros problème avec le Batman de Nolan, et ça s'empirera par la suite. Mais je trouve que le casting de Bale marche plutôt bien de manière générale. Après, j'ai quand même du mal avec son Batman, notamment avec l'ajout du personnage de Rachel. Je déteste le fait qu'on rajoute une love interest normale dans l'univers de Batman. C'est que Batman, pour moi, c'est un psychopathe qui a pas de rapport émotionnel normaux, et là on te met un rapport émotionnel normal avec cette love interest, cet amour d'enfance gentil, etc. Je trouve que ça enlève le côté taré, le côté brisé de Batman pour lui rajouter une forme de normalité de James Bond. Ce Batman fait plus James Bond pour moi que Batman dans la vibe qui me dérange. Après, t'as des sous-intrigues business qui étaient aussi intéressantes avec Rutger Hauer et tout. Mais voilà, globalement, c'est un film qui est plutôt bien agencé, plutôt cool, plutôt bien fait, que j'apprécie quand même, malgré des défauts comme le combat final, les antagonistes, la vision que j'aime pas trop de son Batman de manière générale, l'action qui est pas très bien filmée. Mais Batman Begins restait un bon début pour la saga Batman. Et on va continuer de parler de Batman avec le numéro 9, qui est donc The Dark Knight Rises, donc la fin de la trilogie Batman de Nolan. C'est un film pour lequel j'ai de l'affection, parce que je l'ai regardé au cinéma quand j'étais enfant, et donc c'est un film que j'ai revu plusieurs fois depuis, en tant que grand fan de Batman, et c'est un film que je respecte beaucoup sur les inspirations de comics qu'ils ont utilisées dans ce film-là. T'as du Dark Knight Returns, t'as du Nightfall bien sûr avec Bane, tu as bien sûr du No Man's Land avec ce Gotham en quarantaine et en guerre, en pleine destruction. Donc c'est un film qui s'inspire de beaucoup de comics, ce culte de Batman, pour créer une histoire de Batman que je pense qu'on n'aura peut-être jamais au cinéma ou pas avant des dizaines d'années, un film de guerre Batman, quoi. Et ça, je trouve ça super cool avec le côté presque prise de la Bastille, Bane en mode terroriste révolutionnaire qui prend la ville, qui met la ville en quarantaine, qui coupe tout, avec les flics, l'armée qui font tout pour essayer de l'affronter, le fait que le monde a besoin de Batman dans cette guerre où Gotham est perdu. En fait, on a de l'épique. C'est l'un des films les plus épiques de Nolan. L'épique qui me manquait dans l'Odyssée, que je trouve qu'on retrouve vraiment. En fait, dans celui-là, on ressent de l'émotion. C'est quelque chose qu'on ressent peut-être pas dans tous ces films, parce qu'on est dans la culmination d'une trilogie, et on sent dans l'échelle de l'action qu'on est dans la culmination d'une trilogie, ce qui rend le film épique. Et puis j'adore Bane, l'antagoniste final est absolument fantastique, l'un des méchants, pour moi c'est l'un des méchants les plus mémorables de ces 15-20 dernières années, Bane de Tom Hardy, dans le redesign, dans la prestance, dans l'aura, l'iconisation, et quelques fois que Nolan fait la vraie mise en scène, il est vraiment excellent. Malheureusement il a une mort de merde qui gâche un peu son personnage et c'est super dommage. Anna Thaoué en Catwoman est très bien, mais je trouve que son Catwoman est un peu transparente, elle manque de personnalité, elle manque de côté femme fatale, et en demeurant elle est pas si mémorable que ça. Et puis t'as des trucs qui sont assez... En fait je pense que c'est le film de Nolan le moins bien écrit, qui a le plus d'incohérence, qui a le plus de fragilité dans son scénario, ce qui fait que par exemple tu as des Batmobiles qui sont explosés super facilement, tu as des incohérences dans le montage, dans la timeline, tu as le personnage de Joseph Gordon-Levitt qui je trouve est super mal intégré, le fait que il est censé être un enfant, le fait qu'il est censé être tout jeune en vrai alors que le mec il a le même âge que Christian Bale, la manière dont il est intégré en tant que policier, je trouve que son personnage il est très mal intégré. Le personnage de Marion Cotillard aussi, avec le twist sur Talia qui va diviser, ou pareil c'est très mal intégré avec une mort qui est bien sûr ratée, ça on le sait, après c'est pas la faute de Cotillard, c'est la faute de Nolan, qui a gardé la prise de la mort de Cotillard qui était ratée, donc ça tout le monde le sait. Les scènes d'action en dehors du premier duel entre Bane et Batman qui est super cool, et c'est l'une des rares fois où il met en scène une scène d'action main à main. C'est mal filmé. C'est mal filmé, mais en fait il filme en plan large, mais c'est très kitsch, ça manque de sound design, ça sent le plateau, on sent que c'est pas des vrais coups, il y a un côté très... Notamment tout le combat final où t'as tous les flics contre les terroristes,
Déjà, pourquoi il n'y a pas le peuple de Gotham? Pourquoi il n'y a que les flics, déjà, dans ce combat final, déjà? Ou le combat final avec Bane et Batman, on sent que c'est des faux coups, c'est cheap, on sent que tout le monde se bat pour de faux derrière. On ressent trop les artifices, quand ça tire des balles, on sent le sound design des balles à blanc, tu vois. Il y a un côté trop cheap, je trouve, dans le côté... En fait, il a fait trop d'effets pratiques, et ça tue l'immersion, je trouve, dans ce film-là. Heureusement que tu as la BO de Hans Zimmer, qui est peut-être sa meilleure BO de la trilogie Batman, absolument extraordinaire, la BO de Bane, mais l'épique, la séquence qui fait la boucle bouclée entre Bruce, qui va enfin réussir à remonter du puits, qui représentait le puits où il était tombé quand il était enfant, avec les chants de révolution, c'est épique de fou, le thème de Catwoman est super cool, et bien sûr le thème de Batman qui est le même, est davantage réussi aussi, la fin marche également bien avec le sacrifice du personnage aussi, même si, encore une fois, comme j'ai dit, j'ai du mal avec ce Batman-là, c'est un Batman qui est là par nécessité, c'est pas le Batman taré, obsédé par l'envie de tabasser des criminels, là c'est un Batman qui est là juste parce qu'il faut qu'il y ait Batman, donc j'ai jamais aimé ce Batman-là, et je ne l'aimerai jamais ce Batman-là, surtout avec son costume dégueulasse, etc. Mais tu as des scènes mémorables, la séquence de l'avion en IMAX d'intro incroyable, le sacrifice de fin, la course-poursuite après la séquence dans la banque avec Glenn Powell, d'ailleurs le jeune Glenn Powell dans cette scène-là aussi. Donc voilà, tu as des séquences qui sont très mémorables dans ce film-là, le côté révolution, la séquence du stade aussi. Le film est extrêmement épique, la BO est épique, le rythme est super bien soutenu, on a envie de voir comment ça va finir, c'est super cool. Mais plein de personnages assez ratés, plein de problèmes de scénario, l'action globalement mal filmée, le rythme un peu bizarre, plein d'incohérences, il y a des choses... C'est un film qui est très fragile, The Dark Knight Rises. C'est une conclusion très généreuse pour laquelle j'ai de l'affection, mais malheureusement c'est un film qui a beaucoup trop de fragilité pour que je puisse le mettre plus haut dans le classement. Et c'est pour ça que même la fin j'ai toujours du mal avec la fin, le montage de fin. Le dernier plan de la saga, ils auraient jamais dû mettre ce plan-là. On l'avait compris. Laissez la suggestion de Alfred, ne montrez pas le contre-champ. J'ai toujours eu du mal avec ça aussi. Donc il y a plein de choses qui me dérangent dans Dark Knight Rises, mais j'aime le film quand même. Mais c'est aussi pour ça que je me dis que pour moi, la trilogie de The Dark Knight, à part The Dark Knight, on est loin d'être sur une des plus grandes trilogies de tous les temps. Je trouve que les gens forcent de fou. Hein. Je trouve que The Dark Knight porte beaucoup la trilogie quand même. Donc voilà. En numéro 8, du coup, nous allons parler de Oppenheimer, et là aussi ça pourrait gueuler parce que je pense que beaucoup de personnes le mettraient beaucoup plus haut, parce que c'est le film qui a donné l'Oscar à Christopher Nolan. Bon, c'est peut-être pas pour ce film-là que je lui aurais donné tous les Oscars qu'il a reçus, bien sûr, mais Oppenheimer, c'est un film que j'apprécie aussi, mais dans lequel j'ai beaucoup de problèmes. C'est que j'ai quand même pas mal de problèmes avec Oppenheimer. Je trouve qu'en termes de montage, je pense que c'est l'un des films les plus impressionnants en termes de montage de Nolan, parce que c'est un film qui est très politique, ça parle de guerre, de stratégie, de machin, et pourtant le film est complètement fragmenté en termes de montage. C'est que tu as des séquences en noir et blanc du point de vue du personnage de Robert Downey Jr., tu as des séquences de couleurs dans le futur, dans le passé où tu as Oppenheimer qui est adolescent, et tout ça se mélange, et tu dis ça pourrait être un gloubi-boulga absolument horrible à regarder, et pourtant ça se rime très très bien, ça rime très très bien, ça marche très très bien, c'est très bien rythmé, et malgré toutes les terminologies qui sont assez compliquées à retenir, le film arrive globalement à être assez simple et clair et limpide dans sa narration, ce qui fait que le film je trouve très bien rythmé, les 3 heures filent très très bien, et pour le coup le film marche super bien. Puis le montage, le montage de la mise en scène, le montage est très très rythmé, il y a beaucoup de rythme, c'est qu'il y a beaucoup de cuts, ce qui fait que le film a beaucoup de dialogue certes, mais on n'a pas le temps de s'ennuyer dans ce film là, ça marche très très bien. Le film est très beau visuellement avec l'IMAX, bien sûr, l'IMAX noir et blanc qui a été créé pour le film, l'IMAX classique, avec une mise en scène qui est plutôt bien. Après pareil, c'est du Nolan, donc c'est beaucoup de factuel, il y a pas vraiment de grandes idées de plans de mise en scène partout. Après il y a des idées, et ce qui me dérange avec Oppenheimer, c'est qu'il y a des idées, mais on va jamais au bout de ces idées, c'est que tout le côté un peu horreur fantastique, tu vois. Si seulement le film avait tenu ce truc là jusqu'au bout et qu'on avait eu ça durant tout le film, tu vois, toutes les visions un peu de la bombe nucléaire, des atomes qu'a Oppenheimer durant tout le film, c'est super. Les visions qu'a Oppenheimer quand il voit son inceste avec Florence Pugh, et du coup t'as Oppenheimer qui est mise à nu dans le procès, super cool. L'exposition qui augmente pour mimer l'explosion de la bombe atomique quand il est en séquence de stress, super. La séquence de discours où il voit la bombe atomique exploser tous les gens qui sont en face de lui, et il voit une petite fille qui est derrière la fille de Nolan se faire démanteler par la bombe, etc. Superbe scène. Mais c'est trop ponctuel. Il aurait fallu assumer ce côté un peu hallucinatoire, beaucoup plus dans le film, ce côté psychologique, beaucoup plus dans le film. Et là, je pense qu'on a peut-être crié au grand film, tu vois. Là, je pense il y a trop peu de ces moments-là qu'on aurait fallu y aller beaucoup plus, faire moins de factuel et aller beaucoup plus dans l'imaginaire et dans la psychologie du personnage de Oppenheimer. Et ça, c'est l'un des problèmes que j'ai avec ce film-là. Aussi, je trouve que la performance des acteurs est pas aussi incroyable que les gens le disent. Je trouve que Cillian Murphy, je l'ai pas trouvé oufissime dans le film. Je trouve que dans Peaky Blinders, il nous a offert des performances bien plus complexes, bien plus marquantes que dans ce film-là. Où là, je trouve qu'il fait un peu du sous Thomas Shelby dans beaucoup de séquences. Donc, je trouve pas. Il est très bien, il est très charismatique, mais c'est pas le rôle de sa vie pour moi. Downey Jr. aussi, on a beaucoup fait la promotion sur le fait que c'est son comeback et tout après le MCU machin. Il est bien, il est très bien, tu vois, il est très sobre et tout.
mais il m'a pas bluffé non plus, quoi. Il m'a pas impressionné, Emily Blunt, elle m'a pas impressionné non plus. En fait, c'est beaucoup de personnages qui apparaissent que dans une seule scène, qui m'ont marqué dans le film là. Je pense surtout à Casey Affleck, dans sa scène où il est terrifiant, il y a ce côté un peu horrifique. La séquence de Gary Oldman en Président Truman, où il fait froid dans le dos, là, il marche super bien. T'as Rami Malek qui a une scène de procès qui marche bien. Jason Clarke, dans les parties de procès aussi, est très très bon. Ça m'a fait beaucoup plaisir de voir Josh Hartnett dans un rôle assez récurrent dans ce film-là. Après, t'as plein d'acteurs connus, t'as Jack Quaid dans un petit rôle, etc. Mais c'est surtout les performances ponctuelles qui m'ont marqué dans ce film-là, pas les performances linéaires qui sont présentes dans tout le film, qui m'ont pas plus impressionné que ça. C'est vraiment le rythme et la musique qui m'a impressionné, parce que j'adore la bande-son de Ludwig Göransson dans ce film-là. La musique est absolument extraordinaire, elle est incroyable, je l'écoute souvent, elle est magnifique. Il y a un côté très onirique, très poétique, et ensuite ça part un peu en explosion, hein, et ça marche super bien. Malheureusement, en ayant vu le film, je trouve que la musique est trop présente. Dans toutes les scènes, il y a une musique. Il y a quasiment jamais de silence, il y a quasiment jamais de temps de pause auditive. Nolan, pour pas qu'on s'ennuie, il est obligé de mettre de la grosse musique partout. Et des fois, je trouve que c'est mal mixé par rapport à l'image et au son, et c'est un peu le bordel. Et je trouve qu'il y a trop de musique, elle est trop omniprésente, et ça peut saouler, hein, si on voit le film plusieurs fois. Et puis, je trouve que la séquence de la bombe nucléaire est pas dingue. C'est qu'on voit, oui, il a voulu faire péter une vraie bombe, etc. Je trouve que ça se voit que c'est pas une explosion immense, il la montre trop par petits bouts, ça manque d'ampleur, je trouve que l'explosion est pas si dingue que ça, c'était l'une des déceptions aussi que j'avais devant Oppenheimer. Mais en dehors de ça, je trouve que le côté multigenré, western, horreur, procès très bien agencé, le côté procès, et toute la mise en place un peu en mode Avengers de Oppenheimer qui recrute des gens, qui fabriquent la bombe, les différents points de vue, et le fait qu'on ne montre jamais, moi j'aime le fait qu'on ne montre jamais le POV des Japonais, le fait qu'on ne montre jamais le lancement de Nagasaki, Hiroshima, et qu'on soit de A à Z dans la psychologie de Oppenheimer qui au départ le fait pour la science et ensuite va commencer à être brisé psychologiquement et à se dire qu'il a créé peut-être la fin du monde avec cette bombe, d'où la fin du film qui est absolument superbe, le plan final, la scène finale avec Einstein. Donc voilà, Oppenheimer c'est un film que j'aime bien, mais c'est un film qui a plein de défauts, ce qui fait que pour moi il est 8ème, c'est que pour moi, comme je vous l'ai dit, super montage, ta gueule lisse, il n'y a pas trop aimé l'Odyssée je crois, super montage, super musique, très bien rythmé, très bien agencé, mais les acteurs sont pas aussi ouf que ça, la bombe ça m'a déçu, la musique trop omniprésente, trop peu de fantastique, le film est trop factuel dans sa mise en scène encore une fois, mais c'est un très bon film et je comprends pourquoi les gens ont vraiment apprécié cette œuvre. Ensuite en 7ème position, et là on va arriver sur les films où j'ai quasiment rien à redire en termes de reproches, c'est vraiment des films que je trouve bons de manière générale, avec du coup Memento, du coup, avec Guy Pearce. J'ai toujours été triste que Warner ait un peu boycotté Guy Pearce et l'ait interdit le fait que Nolan puisse réutiliser Guy Pearce dans ses autres films. Ça, c'est une info qu'on a appris il y a un peu plus d'1 an, je crois. Parce que Guy Pearce, c'est un acteur qui a de très bons films dans son actif, mais qui aurait pu avoir une beaucoup plus grande carrière que ce qu'il a eu malheureusement. Et je trouve super dans Memento, c'est que le concept de Memento est absolument excellent. Hein. Le fait de suivre ce personnage qui a une mémoire à court terme et qui oublie tout ce qu'il a vécu au bout de 5-10 minutes, et du coup, durant tout le film, il se tatoue, il se prend des notes et il doit réagencer tout ce qu'il a sur lui, tout ce qu'il a de textuel pour se rappeler qu'est-ce qu'il était en train de faire, quelle était sa vie avant et quel est son but, etc. Avec ce montage superbement bien fait, où du coup on a un montage qui est linéaire et un montage qui est complètement à l'envers, et du coup ces deux montages-là vont ensuite s'entrecroiser à la toute fin du film, et du coup le montage est super bien géré avec cette partie en noir et blanc, cette partie en couleur. On a un plutôt bon casting secondaire aussi avec du coup Joe Pantoliano qui m'a beaucoup marqué dans ce film-là, c'est vraiment dans ce film-là que j'ai découvert, où vraiment il a vraiment cette vibe du faux pote qui fait genre qu'il est cool, mais il a un truc qui va pas dans son personnage là. Carrie-Anne Moss qui est bien aussi. Et puis le film est très bien rythmé. Je trouve la musique assez bonne dans le film, la musique est plutôt cool. On est happé par le film, on découvre des choses petit à petit. Donc il y a un côté thriller qui marche super bien dans le film et de manière générale. Et puis voilà, mon vrai défaut, je dirais, sur Memento, c'est que bon, le twist est absolument excellent, la fin est fantastique, et il y a un côté nihiliste, cruel de l'être humain qui marche super bien dans la fin du film, que je vous recommande complètement, hein, Memento de manière générale en termes de structure. Après, mon souci, c'est que je dirais que la mémoire à court terme varie pas mal selon les moments du film, quoi. C'est que il y a des moments où il a une mémoire à court terme de 10 minutes, il y a des moments où il a une mémoire à court terme de 1 heure, tu vois. Et parfois, t'as des personnages qui se servent du fait qu'il va oublier des choses pour le manipuler, alors que, frère, comment tu sais qu'il va tout oublier quand tu vas disparaître et revenir, genre la mémoire à court terme, elle est un peu aléatoire. Je dirais que c'est mon défaut, c'est que il y a quelques ficelles scénaristiques assez faciles dans la manière dont le scénario est écrit dans le concept du personnage de Guy Pearce. Ce qui est assez dommage, mais en dehors de ça, je trouve que mais en même temps, en dehors de ce défaut-là, comme je l'ai dit, c'est un très bon film, très bien agencé. Après, j'ai pas grand-chose à redire de plus, hein. C'est vraiment assez classique dans sa structure, mais c'est assez bien trouvé, franchement, c'est un film que je vous recommande, bien sûr. Ensuite, j'ai mis Dunkerque en numéro 6, du coup. Dunkerque est un film que je n'avais pas trop aimé la première fois que je l'avais vu,
et que j'ai bien plus apprécié la seconde fois que je l'ai vu du coup, parce que j'ai beaucoup plus accepté le point de vue et l'idée que Nolan voulait insuffler derrière ce concept du coup de film de guerre, donc sur du coup l'évacuation à Dunkerque des soldats anglais me semble-t-il, donc de cette zone française. Après, au final j'apprécie l'approche que Nolan se dit, je ne vais pas développer les personnages, je ne vais pas leur donner une backstory attachante où on va se dire j'ai envie de suivre ce personnage-là. Dès que le film commence, on les plonge dans l'action. Et du coup, on va suivre ces personnages comme si c'était nous qui étions plongés dans l'action, qui vivons ces atrocités en direct. On nous prend pour des héros, il faut qu'on sauve les gens, et au final, dans tout le film, on essaye de fuir la guerre, de se cacher, etc., de survivre en fait. Et du coup, il y a un côté nihiliste où en fait, je trouve que ça marche bien, le fait que là, pour le coup, dans ce film-là, je trouve que ça fonctionne. Le fait qu'il ait engagé des acteurs pas connus dans ce film-là, beaucoup d'acteurs méconnus, donc sur l'acteur principal, t'as le jeune Egon de House of Dragon qui est aussi dans ce film-là, donc t'as beaucoup d'acteurs qui sont pas des célébrités dans ce film, t'as Barry Keoghan qui était pas trop connu à l'époque, je savais même pas d'ailleurs que Barry Keoghan, j'avais oublié que Keoghan et Cillian Murphy avaient déjà joué ensemble avant le mauvais Peaky Blinders qu'ils ont fait plus tard, mais il y a quand même quelques acteurs connus, il y a Tom Hardy, bon, qui est masqué quasiment tout le film, il y a Cillian Murphy qui a un bon rôle de PTSD, donc c'est ce soldat qui est traumatisé qui marche bien, Mark Rylance qui est très bon aussi, et du coup moi j'ai plutôt apprécié la structure du coup de nous montrer des séquences sur Terre, à l'air et du coup en mer. Du coup, il y a une séquence qui est censée se dérouler sur 1 heure, une autre sur une journée et une autre sur une semaine, où on suit également le côté administratif avec Kenneth Branagh et du coup le mec qui joue Jarvis de Agent Carter qui marche aussi bien. Et je trouve que le film est pas très long, il fait 1h40, donc on va à l'essentiel, on a des très bonnes idées de péripéties, toute la séquence c'est un Allemand qui est caché parmi les marins anglais par exemple, avec Harry Styles est plutôt bon aussi, hein. Il était pas non plus connu de fou je crois à l'époque, mais Harry Styles a la gueule de l'emploi pour le rôle qu'on lui donne aussi. T'as aussi le paradoxe avec Cillian Murphy qui lui veut pas du tout revenir à Dunkerque, et t'as le personnage de Mark Rylance et sa famille qui veulent y retourner, et il va se passer des dingueries avec Cillian Murphy, mais est-ce que c'est à cause de lui ou est-ce que c'est à cause des traumatismes de la guerre que l'humain est réduit à être aussi traumatisé et aussi violent? Donc thématiquement ça marche bien, et puis il y a l'expérience de l'IMAX, de la mise en scène de Nolan, où là il s'amuse avec les séquences du coup d'aviation, on sent que totalement l'immersion, la musique de Hans Zimmer en mode tic-tac, compte à rebours fonctionne super bien, bon le côté compte à rebours c'est un truc qu'on trouve très très souvent dans ces films aussi, le nombre de figurations, le fait qu'ils ont vraiment tourné à Dunkerque, l'immersion est à fond, les séquences presque à la Titanic où du coup les personnages chaunois doivent se sortir du bateau, etc. L'immersion marche super bien, il y a vraiment une tension qui marche et qui fait que le film pour moi est très très bien fait. J'ai quasiment rien à redire sur le film de manière générale, je trouve qu'il est vraiment super bien fait, je comprends pourquoi c'est un film de guerre qui est plus ou moins devenu un classique pour certains. C'est que oui, je dirais que ça manque d'émotion parce que c'est le parti pris qui le veut, mais le parti pris est tel que le film est très bien fait et tel que le film est efficace et marche bien dans ses thématiques et dans le côté expérimental qu'il veut nous présenter. Ensuite, en numéro 5, un film que je vois assez sous-coté alors que moi je l'aime beaucoup, c'est Insomnia. D'ailleurs, j'ai appris que Insomnia est un remake, donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a tendance à le placer plus bas, parce que c'est un remake d'un film norvégien. Mais Insomnia, frère les gars, juste me dire que Al Pacino et Robin Williams ont joué pour Christopher Nolan, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est quand même stylé de fou, tu vois. C'est son 3e film, il bosse avec Al Pacino durant tout le film, tu vois. Donc je trouve que c'est un flow de fou, surtout qu'en plus Robin Williams il joue le tueur, il joue le méchant dans le film, et c'est tellement inhabituel de voir Williams dans ce type de rôle que c'est super satisfaisant de voir Robin Williams jouer ce rôle un peu de criminel, tueur, un peu bizarre, ça marche super bien. Et je trouve que oui, c'est un film thriller policier classique au départ, mais il va tellement se concentrer sur la psychologie du personnage de Al Pacino, le fait que le personnage de Al Pacino n'est pas tout blanc tout noir, c'est que bon, le gros spoiler, après c'est un peu la base de toute l'histoire, c'est que Al Pacino va tuer son coéquipier sans faire exprès dans la brume, en sachant qu'il avait une rivalité avec son coéquipier, et en vérité on va jamais trop nous dire s'il a pas fait exprès de le tuer, ou si au fond de lui il voulait le tuer, et donc le film en vérité est lancé par ça, et par le fait que le tueur l'ait vu tuer son coéquipier, et qu'en fait le tueur ait quelque chose pour essayer de s'allier avec Al Pacino, et pour essayer de le faire emprisonner, parce que les deux du coup ont commis des meurtres, et du coup les deux sont obligés de s'allier pour essayer de s'en sortir, et donc Al Pacino c'est un policier qui est vraiment en train de se corrompre, de corrompre son âme durant tout le film, donc en plus à côté de la policière qui est gentille, qui l'idolâtre parce qu'il a un grand CV, etc. Du coup ça crée un contraste émotionnel qui marche super bien, et qu'Al Pacino qui en réalité joue plus ou moins un gros connard dans celui-là, un connard qui a des problèmes de psychologie, qui a commis des choses horribles, mais qui est idolâtré par la policière qui est au courant d'aucun des méfaits qu'il a commis, et à côté le mec est prêt à s'allier au personnage de Robin Williams qui a tué une adolescente, qui est censée être l'une des pires enflures, et du coup ça crée une dichotomie entre les deux personnages qui est super intéressante, qui marche super bien, et à côté de ça t'as tout le concept un peu du film qui est super cool sur le fait qu'il ne fait jamais nuit
dans cette ville, et le fait que du coup Al Pacino ne dort jamais du film, et donc le fait que durant tout le film il est fatigué, il est crevé, il est pas lucide, et du coup tu arrives à comprendre sa détresse psychologique, et je trouve qu'en termes de concept de film policier ça marche super bien. C'est qu'on a ce côté policier désabusé classique un peu des récits policiers, mais il apporte une touche qui marche super bien dans le film global, ce qui fait qu'Al Pacino tu te demandes s'il va trouver une rédemption ou pas dans ce qu'il va faire, est-ce qu'il va se pardonner, est-ce qu'il va essayer de faire des choses bonnes, alors que durant tout le film il fait que s'enfoncer, et ça marche super bien. Al Pacino est fantastique bien sûr, bon il fait du Al Pacino mais il est très bon, Williams aussi, le casting est bien de manière générale, le film est bien rythmé, la BO est sympathique, les décors enneigés marchent assez bien aussi. Bon, le film reste assez simple aussi, mais c'est un film qui est simple mais super efficace, ce qui fait que j'ai quand même de l'affection pour ce film-là, donc c'est un film que j'apprécie. C'est un film que j'apprécie, bon, mise en scène assez classique, il y a beaucoup d'inserts, parce que c'est un film policier, etc. Mais ça marche bien. C'est le seul film qui est linéaire de Nolan, donc il est très facile à suivre, c'est certainement son film le plus accessible techniquement. Et donc c'est un film que je vous recommande, je trouve que c'est un film qui est assez sous-coté Insomnia, et pourtant je trouve que c'est un très bon film que j'apprécie vraiment, et donc voilà quoi. Nolan, Al Pacino et Robin Williams sous Nolan, quoi, faut en profiter quoi. Ensuite en quatrième j'ai mis Le Prestige, et en vrai Le Prestige... Putain, c'était trop bien le Prestige en fait. C'est que le Prestige, ça m'a tellement fait changer ma perception de la magie quand j'étais jeune, quand je l'avais vu pour la première fois. Vraiment, c'est un film qui marche super bien du coup sur cette rivalité entre deux magiciens, ou toute cette rivalité qui démarre par le fait que la femme de Hugh Jackman va mourir durant un tour de magie qui était planifié par Christian Bale, et du coup durant tout le film Hugh Jackman va essayer de buter Christian Bale, de se venger de lui, et au final toute cette histoire de vengeance au final va te montrer que ces deux personnages sont en vérité très nocifs l'un envers l'autre, et en vérité Hugh Jackman ne pense plus à la mort de sa femme, mais pense juste à créer le meilleur tour possible, d'être meilleur que Christian Bale durant tout le film. Du coup en fait c'est un film sur l'ego de deux personnages qui s'affrontent et qui essayent d'être le meilleur dans leur domaine en fait. Et ce qui est intéressant c'est que ce film là c'est une grosse allégorie bien sûr du cinéma, de la magie, du fait qu'on nous propose une vision faussée de la réalité, et que pourtant on est manipulé et on est pris par le divertissement, par le coût et le prix des sacrifices qu'on serait prêt à faire juste pour proposer un moment unique de divertissement à un public. Et c'est super intéressant, je trouve, de proposer un thriller sur la magie, un thriller sombre sur la magie, parce que c'est un thriller qui va te montrer les sacrifices et la bonté que la magie va offrir à un public. Et derrière, tu vas voir les horreurs qui ont été pratiquées derrière cette bonté apparente, entre guillemets. Je pense toujours au Tour de l'Oiseau, qui est assez cruel, par exemple. Et du coup, direct, ça te tue le mythe du magicien directement. Je trouve que c'est super intéressant. Pareil, t'as le truc de la balle, t'as tout ça, et je trouve que ça marche super bien. Et les péripéties en termes de tour de magie, de rivalité marchent tellement bien, c'est super intéressant. Et je trouve que le film est super bien rythmé. Puis le casting est assez impressionnant pour le quatrième film de Nolan, je crois, quatrième, cinquième, entre du coup Hugh Jackman et Christian Bale qui sont très très bons dans leur rôle. Je trouve que Christian Bale les deux jouent des doubles rôles en plus, et ils sont très bons dans leurs deux doubles rôles aussi. Bon, tu as Scarlett Johansson. C'est là que tu dis que oui, Nolan et les femmes, c'est pas une grande histoire d'amour, c'est que Nolan, il est pas du genre à trop mettre en avant les personnages féminins dans ses films. Il y a que Anne Hathaway qui a un peu de la chance sur ça, mais c'est vrai que quand tu te dis que t'as quand même Zendaya, Florence Pugh, Scarlett Johansson qui ont joué pour Nolan, et tu vois les rôles que Nolan leur a donné, c'est pas ouf. C'est que Scarlett Johansson, elle est là, elle a un rôle un peu cliché un peu, mais elle est là. Après, je lui en veux pas, tu vois. C'est qu'il y a des gens qui se plaignent de ça, qu'il y a des réalisateurs qui font que des films avec des protagonistes masculins. Mais en vérité, moi-même faisant des œuvres amateurs, etc., je me mets un peu à la place d'un auteur comme ça, de me dire, est-ce qu'un réalisateur masculin se sentirait à l'aise de faire un film avec une protagoniste féminine en personnage principal? Parce que Nolan c'est un scénariste, c'est lui qui écrit tous ses films. Du coup, est-ce que lui, il arrive à se mettre dans la peau d'une femme quand il écrit un scénario? Est-ce qu'il se sent femme? C'est que oui, il y a plein de personnages féminins auxquels on peut tous s'identifier en termes d'histoire, de récit, machin, mais une femme et un homme, ce sont deux entités différentes avec des personnalités, des habitudes, des éléments que des femmes ont vécu et pas des hommes, ce qui fait que, en vrai, Nolan, moi je lui en veux pas qu'il ait du mal peut-être à écrire des personnages féminins, qu'il ait pas envie de le faire, parce que peut-être qu'il se sent juste pas à l'aise et qu'il a peur de faire une connerie si il fait un film sur un personnage féminin, quoi. Je vous souhaite de faire un film sur un personnage féminin, mais moi-même je comprends un peu pourquoi il le fait pas. Après, c'est vrai qu'en personnage secondaire, après c'est pas dingue ce qu'il leur donne des fois, quoi. Donc ça je suis d'accord. Mais c'est pas un reproche que je fais du coup. Michael Caine, bien sûr, qui est dans tous ses films jusqu'à Tenet quasiment, qui est très bien aussi. David Bowie. T'as David Bowie qui joue Tesla, qui est super cool, avec Andy Serkis qui joue son bras droit, donc ça marche super bien également, donc super casting là-dessus aussi, Rebecca Hall, etc. Donc moi je dirais que le seul défaut que j'ai avec ce film-là, c'est le côté un peu plus fantastique qui débarque avec Tesla, c'est que le film est tellement réel, on a une photographie un peu marronâtre à la Batman Begins qui marche bien, la BO aussi un peu de ce niveau-là,
et boum, t'as de l'électricité en CGI qui apparaît, ça m'a un petit peu sorti du film. C'est le seul truc que je critiquerais. Après, dans le récit, ça marche bien parce qu'ensuite, la magie va dépasser les stades de la science à ce moment-là, et donc on va avoir des personnages qui vont vraiment sacrifier leur vie, leur corps pour être en rivalité, ça marche très très bien. Leur humanité, le fait que ces deux personnages-là vont avoir des problèmes avec leur love interest et que tout va partir en cacahuète. Et donc je trouve que c'est un film qui est super bien fait, super bien rythmé, très sombre hein, pour un film de magie. Il y a vraiment des moments très violents, assez dark, etc. Ça marche assez bien, assez particulier, avec ce contexte un peu d'époque de grande révolution qui marche bien dans l'idée aussi. Donc il y a vraiment cette opposition entre le cinéma, la magie, la technologie qui est encore un élément en développement à cette époque-là qui est intéressant. Et puis voilà, le Prestige. Super film, twist de fin qui marche bien, même si en vérité on peut le cramer, puis on reconnaît un peu hein, l'acteur derrière. Mais le twist de fin marche bien aussi, et voilà, je trouve que le film est super bien écrit, le film est très bien fait. Et je vous recommande Le Prestige, qui est l'un des plus grands films de magie que j'ai jamais vu, clairement. Ensuite, en numéro 3, et ça risque de diviser, alors que c'est peut-être l'un des films que j'ai le plus vu dans ma vie, c'est The Dark Knight, le Chevalier Noir en français. Donc, bah, non, le film s'appelle The Dark Knight, le Chevalier Noir en français. Donc en gros, le film s'appelle The Dark Knight, The Dark Knight. La France. Mais voilà, The Dark Knight... Pour beaucoup, le plus grand film de super-héros de tous les temps, un chef-d'œuvre, le film qui a revitalisé le thriller noir policier après Heat, qui a ensuite été revitalisé peut-être par Prisoners de Villeneuve après, par exemple. Et ben moi, The Dark Knight, c'est un film que j'adore parce que j'ai grandi avec, je l'ai vu tellement de fois quand j'étais jeune, j'adore ce film tellement j'aime ce film. Il y a des séquences cultes absolument impériales, le cast de début avec William Fichtner, le Joker, tous les liens de est-ce que le Joker il est là ou pas, la course-poursuite avec le camion plus tard, la séquence de l'interrogatoire que j'ai revu tellement de fois dans ma jeunesse où Heath Ledger se fait vraiment taper par Christian Bale. Il y a tellement de scènes cultes dans The Dark Knight que bien sûr c'est un grand film dans cet aspect-là, c'est qu'il y a des séquences que tout le monde a en tête. La performance des acteurs est absolument impériale. Heath Ledger en Joker a marqué l'histoire du cinéma dans sa prestation. Et bien sûr, je vais pas redire tout ce que les gens ont dit, mais son Joker est tellement excellent, sa performance, la tension qu'il crée, le charisme qu'il dégage, le côté creepy flippant qu'il nous propose, et le côté agent du chaos complètement impossible à calculer, à prédire, qui marche super bien dans son personnage là. Il manque un peu de folie pour moi, il est peut-être un peu trop stratège, mais je chipote, tu vois, mais son Joker est absolument fantastique, tu vois, la relation qu'il a avec ce Batman-là, il est obsédé par Batman, c'est le Joker. Excellent, le maquillage, le design aussi. Un peu sous-côté, mais je trouve que Aaron Eckhart en double face est fantastique aussi. Il aurait mérité une bien meilleure carrière après ce film-là. Vraiment, le fait qu'on ait repris des éléments de Killing Joke en transformant ce héros de Gotham idéal, ce chevalier blanc, en antagoniste avec les effets visuels qui marchent super bien sur son visage défiguré. Double face est fantastique. Le reste du casting, Michael Caine est très touchant. Gary Oldman aussi est très touchant dans son rôle. Après, j'ai des problèmes. Et l'un des problèmes, c'est que pour moi, c'est pas un bon film Batman. C'est un très bon film, mais c'est un film Batman moyen, ce qui est paradoxal parce que c'est peut-être le film Batman qui s'est inspiré du plus de comics Batman possible. C'est que si vous voyez bien, la trame narrative de base du film s'inspire de la première apparition du Joker en 1940, il me semble. Toute la base de rendre un homme bien méchant en quelque temps, c'est Killing Joke. L'origin story fractionnée du Joker, le fait qu'il sache pas c'est quoi ses origines, c'est Killing Joke aussi. On est sur du long Halloween avec Gordon, Dent et Batman qui s'allient pour faire tomber le crime organisé, et Dent qui devient double face, etc. On a la mort dans la famille avec Rachel qui se fait tuer dans un entrepôt et qui va du coup détruire un peu la psychologie de Batman avec le Joker du coup qui tue Rachel. Et un peu de Dark Knight Returns avec du coup les espèces d'idoles de Batman qui essayent de copier Batman mais qui sont pas aussi bons que lui. Donc le film s'inspire d'énormément d'éléments du comics et pourtant c'est le film Batman le moins Batman que j'ai vu. C'est que il n'y a pas de manoir Wayne, à la place de la Batcave, tu as une espèce de vieux parking entrepôt blanc dégueulasse. Le costume de Batman est absolument horrible, je déteste ce costume du profond de mon être, il est absolument affreux, je crache sur ce costume, horrible. Aussi, tout l'arc où tu as Batman qui part en Chine, je déteste quand Batman quitte Gotham, j'ai du mal avec ce truc-là. Et puis le Batman de manière générale, c'est que je trouve que Christian Bale est très effacé par ce film-là, c'est que les méchants prennent vraiment le pas sur ce film et Batman il est pas très intéressant, et tant mieux parce que le film est super grâce aux méchants, mais je trouve que vraiment le Batman de Christian Bale il est très transparent, il est pas très intéressant, il est toujours super en Bruce Wayne, hein, ça pas de souci, et je trouve que son Batman en plus c'est dans ce film-là qui prend sa grosse voix pas dingue, que j'ai du mal, c'est à partir de ce film-là qu'il l'apprend, il a un côté un peu terrifiant avec ses yeux, mais à part ça son costume est dégueulasse, mais son Batman encore une fois il est trop factuel, le fait de voir un Batman qui hésite à être Batman, qui veut arrêter d'être Batman, je déteste ça, c'est tellement pas mon Batman. Mon Batman, c'est un psychopathe. Le mec, il s'arrêtera jamais d'affronter des criminels parce qu'il est né pour ça, il est fou, tu vois. Alors, durant tout ce film-là, il est en mode « Oh, mais Harvey, il a créé un truc qui a peut-être stoppé la criminalité, il faudrait que j'arrête d'être Batman, que je devienne un gars normal. » Non, Bruce Wayne n'est pas un gars normal, arrête de dire ça, c'est pas du tout mon Batman, c'est trop James Bond, c'est beaucoup trop James Bond. Après il y a des moments d'enquête, il y a quelques séquences d'enquête dans ce film là, c'est rare à le souligner donc ça c'est cool. Il y a des jumpscares très bien gérés aussi, la bande son
fantastique de Hans Zimmer, le thème du Joker super sobre mais qui monte en tension extraordinaire, la BO de Batman encore une fois superbe aussi, donc ça aussi il y a bien sûr rien à dire, le montage est super bien agencé, aucun souci là-dessus, le ton sombre de Gotham, mais malheureusement ce Gotham maintenant c'est Chicago, donc on est sur une ville qui n'a pas d'identité, donc Chicago ça c'est chiant aussi, c'est pour ça que c'est pas vraiment un film Batman un peu dans ma tête, donc il y a des éléments comme ça, les scènes d'action sont pas ouf aussi, c'est que là cette fois il est filmé en plan large parce qu'il sait qu'il sait pas filmer l'action. Donc les scènes d'action sont pas très bien filmées, sont pas très épiques, quand ça met des coups de poing c'est pas dingue, et le combat final où il est dans le building il est pas dingue en termes d'action, tu vois, il sait pas très bien filmer l'action. Après j'aime bien l'idée du sonar avec ses yeux bleus, etc. Ça marche bien dans le côté éthique, thématique, c'est intéressant. Donc ouais, c'est un film que j'aime beaucoup, tu vois, la scène du tour de magie, la fin où Batman se sacrifie pour Gotham, tu vois, il n'est pas le héros que Gotham mérite, mais le héros dont il a besoin, tu vois, ça c'est culte, tout ça c'est culte, tu vois. Donc ouais, Dark Knight, c'est un grand film, plein de séquences mémorables, la séquence de l'hôpital aussi, où il a vraiment fait péter un hôpital, bordel. Que des trucs cultes, avec des méchants incroyables, un excellent rythme, une musique incroyable, une histoire très bien agencée, mais le côté Batman me manque terriblement, je n'aime pas ce Batman, il me dérange terriblement, c'est assez kitsch dans les scènes d'action, au combat rapproché. J'ai oublié de le mettre troisième, tu vois, je dis plus de défauts sur ce film-là que sur des films qui sont plus loin dans le classement, mais l'affect, l'émotion, la réputation fait que je vais de le mettre au moins dans le top 3, parce que The Dark Knight c'est un putain de film quand même, malgré tout ce que j'ai à le reprocher, j'ai un gros affect pour ce film qui reste un grand film quand même. Voilà pour The Dark Knight. Ensuite en numéro 2, Inception du coup, qui est peut-être l'un des magnum opus. En réalité, le magnum opus c'est plus l'Odyssée, je dirais. C'est que tu ressens vraiment ce côté magnum opus dans l'Odyssée, vraiment t'as l'impression que Nolan il est un peu comme Megalopolis de Coppola. Il est là pour te proposer un concept et il est là pour donner une morale à une nouvelle génération avec un casting cosmopolite, tu vois, qui est là pour faire en sorte que tout le monde s'identifie. Donc je dirais que le magnum opus c'est plus Oppenheimer, l'Odyssée, ça pourrait être ton dernier film, l'Odyssée, hein, chronologiquement parlant par rapport aux thématiques qu'il offre. Ce ne le sera pas, il est encore jeune bien sûr. Mais Inception, quel banger, incroyable. C'est là quand je dis que là enfin on a de l'émotion dans les films de Nolan. C'est vraiment dans ce film-là et dans le numéro 1 qu'on ressent l'émotion, et un peu dans la trilogie Batman, parce que t'as une progression sur 3 films, donc t'as de l'émotion qui ressort à un moment donné bien sûr, mais c'est vraiment là que j'ai ce que je veux en fait. Un concept à la Nolan un peu complexe, etc., mais avec un cœur émotionnel qui fait que tu veux voir l'histoire avancer, tu veux voir où ça va te mener, quoi. En plus avec DiCaprio en tête, bien sûr, en tête de ce casting-là, qui est excellent, bien sûr. Mais c'est vrai que ce film-là, le concept est super, et très original. En vrai, c'est limite Nolan qui fait son Lynch, sauf qu'au lieu de te mettre des monstres, des bêtes un peu fantastiques, comme c'est Nolan, lui, il va juste te déformer la réalité, il va utiliser des vrais endroits, et les déformer pour faire des jeux de perspective, et de slow motion, et de timeline, et d'éléments qui sont déréglés dans le temps, qui marchent super bien, et qui joue complètement avec sa fascination pour le temps, du coup, et ça marche extrêmement bien. La BO d'Hans Zimmer est évidemment culte, notamment le thème Time, qui est absolument extraordinaire, forte en émotion, qui te fait chialer, qui est trop forte. Et puis le cœur émotionnel, qui est surtout, le cœur émotionnel, c'est le personnage de Cobb, de DiCaprio, qui est fantastique. Vraiment, ce cœur émotionnel, en fait, durant tout le film, c'est plus ou moins un film un peu d'espionnage. C'est qu'on sent que Nolan, il met un peu ses délires à la James Bond dans ce film-là. Toute la séquence sur la neige, le fait qu'on est plus ou moins sur un braquage, sur un film de braquage, mais le braquage d'un cerveau humain, qui est le cerveau du personnage de Cillian Murphy. C'est super intéressant comment on bascule dans les genres. Tu te retrouves présent dans des environnements japonais avec Ken Watanabe, donc on s'amuse vraiment avec le concept, et puis on arrive à très bien te l'expliquer en justifiant du coup la présence d'une padawan, d'une apprentie avec le personnage de Ellen Page, donc qui était Ellen Page à cette époque-là, du coup Elliot Page, du coup maintenant. Donc là ça marche très bien. Après mon défaut, je dirais, c'est que oui, le film est extrêmement explicatif, c'est que le film est très verbeux, on va te redire le concept plein de fois pour être sûr que tu t'en souviens. Ce qui fait que des personnages comme Gordon Levitt et Tom Hardy sont très sympas, ils sont très cool, ils ont une petite personnalité rigolote et tout, mais ce sont plus des personnages fonction que des personnages vraiment développés. C'est vraiment des personnages qui sont là pour t'expliquer le concept de l'inception, etc., quoi. Là où le cœur émotionnel qui vraiment me touche beaucoup, c'est vraiment la relation entre DiCaprio et sa femme, et le fait que sa femme soit morte à cause de lui, du coup, Cotillard, le fait qu'elle soit morte à cause de lui, à cause de l'inception, le fait qu'ils aient bâti une vie entière dans l'Inception, ils ont bâti une cité entière dans leur rêve, ils ont vécu heureux dans leurs rêves. Donc toute cette confusion entre est-ce que tu veux t'enfermer dans les rêves, ou est-ce qu'il faut que tu vives dans ta réalité avec tes enfants, tu vois, avec tout le délire bien sûr de la toupie, est-ce que c'est son totem ou pas. En vrai, je trouve que les gens ils forcent avec la fin. Tout le monde est en mode ouais, la fin d'Inception expliquée.
Ouais, je trouve que la fin est super évidente, dans Inception, faut pas déconner, je trouve qu'il n'y a pas de porte ouverte, je trouve que la fin est assez fermée dans Inception pour le coup, je trouve, mais super fin, quand même, super fin bien sûr. Mais je trouve que cette relation m'a beaucoup touché, la relation qu'il a entre lui et sa femme, le fait qu'il veuille pas lâcher sa femme, qu'il imagine, qu'il projette sa femme partout où il va, et du coup sa femme devient presque une antagoniste, devient le démon d'un passé qu'il refuse de laisser partir, et à la fin il doit laisser sa femme partir, il doit laisser mourir son image de sa femme, et c'est extrêmement touchant, je trouve qu'il y a une très belle alchimie côté Henry DiCaprio, et je trouve ça très très fort en émotion. Et à côté de ça, tu as le personnage de Cillian Murphy qui m'a aussi beaucoup touché, qui joue ce fils de riche dont le père est mort, qui durant tout le film va être manipulé contre son gré sans qu'il le sache, mais paradoxalement cette manipulation va lui permettre de mieux gérer le deuil de son père, parce que c'est vraiment le fils qui mérite pas l'argent de son père, qui a toujours été une déception pour son père, qui a jamais été bien vu par son père, et toute la manipulation qu'il va avoir durant tout le film va lui permettre de se rabibocher avec son père, de découvrir que son père l'aimait quand même, et en vérité à la fin il accepte qui il est, il accepte qui il doit devenir, et cette relation entre père et fils m'a beaucoup touché aussi, et je trouve que c'est vraiment les deux apports émotionnels qui m'ont vraiment marqué dans Inception. Il y a Ken Watanabe qui est super dans le film aussi, Michael Caine qui est très bien même s'il a un petit rôle, et puis voilà, et puis t'as les séquences cultes, t'as la séquence avec le building qui tourne à l'envers, la ville qui se plie en deux bien sûr, la séquence d'intro avec l'eau qui va se foutre sur DiCaprio, la fin bien sûr, où du coup tout se déroule tout le film se déroule sur un putain d'aéroport, mais l'échelle musicale, l'échelle des événements, l'échelle des rêves sur des rêves, avec des séquences avec une ampleur forte, et tout ça pour que ce truc d'aéroport là soit réglé par un conflit amoureux qu'est le conflit de DiCaprio, quoi. Donc je trouve qu'il y a un mélange entre l'épique et l'intimité qui est tellement fort en émotion et qui marche tellement bien qu'Inception, pour moi c'est un grand film et c'est un chef-d'œuvre, pour moi tout simplement. Et le numéro 1, et là Reg et le gorilla ne va pas aimer. Ne rassurez-vous, j'ai vu des films comme 2001, je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais mon numéro 1 reste Interstellar, parce que pour moi Interstellar c'est un putain de chef-d'œuvre, c'est un des plus grands films de science-fiction de tous les temps, de space opera de tous les temps. Je l'ai dit, c'est incroyable Interstellar, je m'en fous. J'adore Interstellar, ce film est absolument excellent. Trop fort ce film, incroyable. Quelle dinguerie Interstellar, franchement. C'est dans celui-là que j'ai rencontré Matthew McConaughey, que je ne connaissais pas du tout avant, du coup pour moi c'était une vraie découverte. Et pour moi c'est vraiment ce rôle-là que je lui associe, du coup le rôle de Cooper, du coup. En plus, bon, ça va faire bien, mais le rapprochement c'est que j'ai beaucoup d'émotions, parce que c'est vraiment à l'époque où t'avais ce film-là et t'avais Transformers 4, qui est peut-être mon Transformers préféré, pas du tout le même niveau de qualité, hein. Mais pareil, c'était deux fermiers un peu du Kansas, qui ont des enfants, et du coup qui vont vivre une grande aventure qui dépasse leur statut de fermier du Kansas et qui en vérité sont très intelligents. Et du coup, le fait d'enchaîner ces deux films-là, ça m'a beaucoup touché. J'adore les vibes un peu texan, Kansas, désertique. Ça marche super bien. Et c'est un film, pour le coup, c'est le film le plus émotionnel de Nolan sans équivoque. Puisque tout le film est centré sur la relation entre Cooper et sa fille. C'est ça le cœur du film. C'est ça qui va dynamiser tout le récit de manière générale et qui va constituer la révélation de fin du récit et le premier contact qu'on a à la fin avec le Tesseract. Du coup, c'est que tu passes quand même 40 minutes avec Cooper sur Terre avec ses enfants. Du coup, t'as sa relation avec Timothée Chalamet, du coup, qui est ok dans le film, hein, il est là, et que John Lithgow, son père, qui est super cool aussi, et du coup sa petite fille, du coup, j'ai plus comment elle s'appelle, le personnage de sa petite fille, Murphy, du coup, qui est super, déjà, l'actrice gamine est super mimi, elle est super mignonne, du coup, directement, tu la trouves toute mimi, du coup, tu retrouves leur relation super touchante entre les deux, et du coup, à la fin, quand elle pleure parce qu'elle sait que son père va partir dans l'espace, pourquoi Nolan ne fait plus des moments d'émotion comme ça? Tu vois. Pourquoi? Parce que là c'était touchant de fou, tu vois, et ensuite il part dans l'espace, ensuite t'as la séquence culte des enregistrements vidéo où là il voit Jessica Chastain et de sa fille, et il est en train d'exploser d'émotion. C'est pas pour ce film-là, c'est pas pour Dallas Buyers Club que McConaughey aurait dû avoir son Oscar, c'est pour ce film-là. C'est le film où il aurait dû choper l'Oscar, clairement. Buyers Club c'est sympa, mais il est pas aussi ouf que ça, c'est vraiment dans ce film-là que vraiment il déchire tout, il est fantastique dans son rôle, vraiment son rôle un peu casse-cou, de texan casse-cou, et du coup t'as tout ce message aussi d'optimisme, c'est qu'on est sur un message d'optimisme à la fin, qui est du coup l'idée par toute une thématique du coup de réchauffement climatique, d'un monde qui est en train de se détruire, du coup le fait que le blé est en train de pourrir, le fait qu'il y ait des incendies partout, que l'air n'est plus respirable partout. Du coup je trouve qu'on est très très bien parti sur Terre avec Casey Affleck, Topher Grace, etc. par exemple, Jessica Chastain. Le personnage de Michael Caine est assez touchant aussi dans ce film-là, le fait qu'il joue le père de Anna Hathaway, et que c'est un personnage qui va vieillir et qui sait qu'il va pas vivre assez longtemps pour voir le fruit de ses actions aussi, qui est assez ambigu aussi, ça marche très très bien. Et puis Anna Hathaway joue un très bon personnage aussi, elle a une très bonne relation, je suis content que la relation parte pas en relation amoureuse, je trouve que ça marche bien avec McConaughey. Elle a un personnage qui est fort en émotion, qui est à fond dans sa mission, et leur relation leur binôme marche super bien. Et puis en termes de péripéties, tous les péripéties sont super bien faits, les effets spéciaux sont parfaits, la musique d'Hans Zimmer est absolument iconique, elle est omniprésente certes, mais elle est tellement belle, elle te
c'est vraiment la musique que j'écoute quand je me remets en question sur la vie, sur l'existence, sur qui suis-je dans ce bas monde. Et ben c'est Hans Zimmer qui essaie de me donner une réponse avec la musique d'Interstellar, parce que cette musique, waouh, c'est chef-d'œuvresque de fou, cette musique, elle est incroyable. Mais les péripéties sont très bien variées, très bien montées, très bien rythmées. C'est que le film fait quoi, 2h40, mais on est tellement à fond qu'on est à fond dans ce qui se passe. Vraiment, que ce soit la planète totalement faite d'eau, avec le cyclone, le tsunami, ça marche super bien. La planète faite de neige, tournée en Islande, je crois. Où là ensuite tu as Matt Damon qui débarque et qui dynamise le récit pour éviter qu'on soit juste dans un film où on passe de planète en planète. Là non, il y a Matt Damon qui débarque, qui propose un point de vue qui est en fait un antagoniste plutôt réussi, parce qu'il a un point de vue qui est plutôt correct, qui est justifiable, qui est entendable. Mais nous, en tant qu'être humain et par rapport à un protagoniste, on est contre lui quand même. Mais je trouve que sa présence dynamise le récit, offre d'autres perspectives thématiques intéressantes. Ça offre quelques scènes d'action un peu à combat rapproché plutôt sympa, où justement on voit que l'avenir se joue dans un espace gigantesque entre ces deux petits bonhommes, dans des combinaisons, ça marche super bien. Puis la séquence où ils essayent de restabiliser le vaisseau, la séquence où ils rentrent dans le trou noir, c'est magnifique, les effets spéciaux sont absolument parfaits, l'immersion est totale, on joue aussi sur le son, l'absence de son aussi dans l'espace. Et puis le moment Tesseract, très inspiré bien sûr par 2001 l'Odyssée de l'espace, où du coup Cooper arrive à communiquer avec sa fille par le biais de cette entité physique qui représente le temps de façon visuelle, entre guillemets, et cette fin où l'humanité a été sauvée, et Cooper du coup retrouve sa fille qui est maintenant une grand-mère qui est en train de mourir, et c'est touchant, et la Terre va être colonisée par Nataway, et t'as envie de pleurer parce qu'il voit sa fille plus âgée qu'elle en train de mourir, et tu dis merde quoi. Absolu cinéma. Mais voilà, Interstellar, c'est un film qui me touche beaucoup aussi, c'est un film qui est vraiment excellent, et voilà, les acteurs sont fantastiques, le casting est fantastique, la mise en scène est fantastique, la musique est fantastique, le récit est super bien fait. En plus, Nolan, bien sûr, ça servi du plus de bases réalistes, théoriques possibles pour créer un récit des plus crédibles, et ça fonctionne. Et voilà quoi, pour moi c'est une vraie épopée de l'espace, et bien sûr on voit à quel point Interstellar c'est vraiment l'Odyssée en mieux, c'est qu'il manque l'émotion qui me manque dans l'Odyssée de cet homme qui disparaît pendant des décennies loin de sa famille et qui veut essayer de rentrer chez lui. Son véritable Odyssée c'est Interstellar quoi. Et Interstellar pour moi c'est son chef-d'œuvre pour l'instant, et c'est vrai que là pour moi son prime de 2008 à 2014 quoi, pour moi c'était vraiment le prime de Nolan. Là pour moi il a un peu redescendu, et j'espère vraiment qu'il va essayer de se retrouver peut-être avec des projets plus indépendants. J'adorerais qu'il fasse un film d'horreur, il a dit qu'il était intéressé, c'était vraiment les meilleurs moments de l'Odyssée, un film d'horreur peut-être à petit budget avec moins de personnages, moins de gros budget, moins d'argent, moins de spectacles. Je suis pas contre qu'il fasse un film d'horreur, j'adorerais qu'il fasse un western, ça peut être super intéressant aussi qu'il fasse un western aussi. Donc en vrai Nolan il nous a prouvé qu'il a fait des choses absolument fantastiques, mais pour moi c'est un réalisateur qui est loin d'être parfait, c'est qu'il peut faire le meilleur comme du sympathique au correct, mais jamais il a fait des merdes, il a pas fait de merde Nolan heureusement, il a jamais fait de mauvais films pour moi, mais j'espère qu'il va se rattraper, qu'il va réussir à nous répondre des dingueries comme il a pondu, parce que l'Odyssée pour moi il y avait trop ce côté factuel qui me dérange, et j'ai besoin de l'émotion que j'avais dans Interstellar, dans Inception, les performances que j'avais dans The Dark Knight, dans Le Prestige, c'est ce qui me manque dans Oppenheimer, dans l'Odyssée. Et voilà, j'espère que Nolan va bien continuer sur sa lancée et nous proposer des films un peu à cette hauteur-là. Et puis à partir de là, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir visionné ce classement du coup de la filmographie de Christopher Nolan. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon avis sur les différents films? Et puis je n'ai plus qu'à vous remercier à tous d'avoir vu cette vidéo. Et ciao!